Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Michael J. Crocodile Dundee. Sue, en admettant que ce soit sérieux, il te faudrait des semaines avant de le coincer. Fais-moi confiance, tu veux? J'ai pris rendez-vous avec lui. Il y a un hélicoptère qui me prendra à l'aéroport de Darwin. J'y serai ce soir. Oui. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Nous y voilà. Sac à terre. Bien. Je vous laisse entre ces mains expertes et je vous attendrai mercredi au détour du bras mort de la rivière Sky. 2h20. Faut se mettre en route. Eh oui, 2h20. Oui, on fait tous comme ça en brousse. Ne craignez rien, Miss. C'est le meilleur broussard du territoire. Mon élève préféré. Bon, vous y êtes? Mais oui, je suis fin prête. Bien, alors, à mercredi. Bonne route. À mercredi. C'est quoi aujourd'hui? Lundi. Ils doutent de rien. Ils se foutent de tout. Il se fait pas chier. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B en direct, pas du tout d'ailleurs, de la librairie Le Fayère, avec bien évidemment le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Melvin Z à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Mad Max 2, qu'on attendait depuis quand même très longtemps. Bonjour, bonjour tout le monde et puis merci de l'accueil et de l'invitation. Hein. Melvin qui est essoufflé puisqu'il revient, il est en pleine tournée promotionnelle pour cet ouvrage, encore une fois, donc aux éditions Rififi, hein, c'est voilà. Faut quand même tout à fait, oui. Une tournée de 2 dates, hein, et c'est la deuxième date. Ce qui explique un peu mon essoufflement. On a déjà fait plusieurs émissions avec toi quand même, on a fait plusieurs rencontres, ici même d'ailleurs pour le premier tome, hein, où on avait passé la brosse à reluire, etc. On va, avec le public ici présent, revenir sur le travail que tu as effectué, mais avant de passer la brosse à reluire justement, et histoire d'évacuer quelques méchantes... négatives. C'est ça, exactement. On démarre par ça, ça va pas durer très longtemps. Évacuons peut-être très rapidement la coquille de 4e de couverture. Effectivement. Il y a une coquille sur Comment est-ce que c'est possible après tout le travail effectué? Alors, je dénoncerai pas mon correcteur, mais je dirais juste que c'est son travail. Exactement, ouais. Alors, on l'a vu 50 fois. Je pense que la veille que tu le notes, qu'on le note ensemble, c'était même pas moi. Cham m'a montré la phrase qui l'avait fait rire et l'a lu devant moi. Et ni elle ni moi on l'a vu. Donc c'est le propre des coquilles que de faire des âneries, de pas les voir et de les voir une fois que c'est trop tard. Voilà.
Alors, pour la réédition, évidemment, ce genre de bévues seront corrigées. Il y en a d'autres à l'intérieur. J'espère que t'as prévu de passer toutes celles que t'as trouvées en... Non, mais on va pas être aussi rocambolesque ce soir. Non, il y a 2 autres choses qui m'ont chagriné, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus quand même. Et après, on parlera uniquement des choses positives. Tu vois ce que... Enfin, voilà. Il a fallu attendre la page 278 pour que soit mentionné le nom de Crocodile Dundee. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, c'est parce que tu voulais faire monter le suspense, parce que tu prépares un ouvrage peut-être sur Crocodile Dundee ou Alors, je prépare pas un ouvrage sur Crocodile Dundee proprement, mais j'ai en tête l'idée d'un ouvrage sur le cinéma australien qui serait classé par catégorie, le film de guerre, la comédie, etc. Et Crocodile Dundee, c'est un des piliers de la comédie australienne, mais pas que, hein, puisque ça renvoie autant, c'est quelque part entre le The Weird Mob de Michael Powell et Wolf Creek de John Jarratt. Donc c'est un peu la croisée des chemins. Toutes les pistes du cinéma australien mènent ou repartent de Crocodile Dundee. Et donc, justement, c'est pour ça que j'étais très surpris. La page 272. 278. C'est énorme. Oui. Non, mais j'ai senti une vraie retenue de ta part. C'était surprenant. On finit, puis je présente mes excuses à la... Et il a fallu attendre la page 282 pour que tu cites Monique Pantel. C'est vrai. Voilà, les reproches que j'avais à faire à ton livre sont faits. C'est-à-dire qu'il reste de la place pour quand même beaucoup de bonnes choses. Mais t'as pas regretté l'arrivée peut-être un peu tardive de Mel Gibson dans le... Alors, on va pouvoir y revenir sur Mel Gibson, et justement, tiens, c'est parfait pour commencer. Mel Gibson est l'une des rares personnes que tu n'as pas rencontrées. C'est vrai. Pour préparer 16 ouvrages pour le moment, les 2 premiers tomes en tout cas. Oui. C'est la seule en fait que tu n'as pas rencontré jusqu'ici qui soit encore disponible, je veux dire. Il y a un certain nombre de gens que j'ai pas interviewés. Dans les personnes qui apparaissent au générique du film, par exemple. Ouais, alors il y a des personnes que j'ai pas réussi à interviewer dans les génériques, dans les personnes principales. Genre l'acteur qui joue Papagallo, par exemple, le chef des colons dans Mad Max 2, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je sais même pas s'il est toujours vivant. Il a vraiment, lui, disparu. A priori, il commence à être vraiment, vraiment vieux. Il y en a un certain nombre où j'ai pas été assez rapide et ils sont décédés. Voilà. Et puis il y a les deux figures un peu tutélaires, qui sont Mel Gibson et George Miller. Mel Gibson, j'ai pas réussi à l'avoir. Sur la conception de ces livres, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai récupéré plein de trucs. J'ai vraiment eu globalement énormément de chance. Et un jour, j'ai eu un manque de peau, quoi. J'ai raté Mel Gibson à 2 semaines près, puisqu'il avait organisé, il était à un barbecue organisé par l'acteur qui joue Condolini dans Mad Max 1, Paul Johnston, qui est décédé maintenant, ça fait 2 ans, mais qui était quelqu'un d'adorable et chez qui j'allais quand j'allais à Sydney. Et qui s'est retrouvé à organiser un barbecue pour Mel Gibson avec John Jarratt et puis d'autres acteurs de Mad Max 1 à l'époque où Mel Gibson tournait Hacksaw Ridge. Et ça s'est joué à 2 semaines près. Ça date un petit peu, du coup, c'était il y a pas loin de 10 ans, ça. C'était il y a des années, maintenant presque 10 ans. Ouais, je l'ai raté. Alors après... Mais t'as pas cherché à le recontacter alors, après, Mel Gibson essaie de le contacter directement, c'est quasiment impossible. Ouais, mais... c'est beaucoup trop compliqué. Mais après... surtout, est-ce que ça t'intéresse? Ça t'intéresserait de le rencontrer? Alors non, j'ai absolument pas envie de rencontrer. Non, c'est pas vrai. Non, évidemment, ça serait toujours, comment dire, rien que pour pouvoir se la péter sur les réseaux sociaux avec une belle photo. Tu vois, genre rien que pour ça, c'est déjà. Mais après, ça serait compliqué parce que Mel Gibson a un rapport un peu compliqué avec Mad Max. Il a tendance à réinventer ou à comment dire, avoir une interprétation, on va dire, assez libre des événements tels qu'ils ont pu se dérouler. On repense à l'audition qui était évoquée dans le premier tome notamment. Oui. Voilà. Et puis, mais justement, ça pourrait faire en soi l'objet d'une interview, quoi. Je sais pas s'il a bon caractère, mais c'est juste que pour essayer de le choper comme ça, c'est vraiment trop compliqué. Et puis d'un autre côté.
un peu moins pour ce bouquin sur Mad Max 2, mais en tout cas sur Mad Max 1, j'avais un certain nombre d'interviews qui avaient été réalisées à l'époque, où il parlait des films à l'époque d'une manière vachement plus libre et vachement plus spontanée, genre notamment qualifiant à la sortie de Mad Max 1 le film de George Miller de, je cite et j'ouvre des guillemets, A Pile of Shit, ce qu'en français on traduirait par un truc qu'il a pas trop aimé. Voilà. Un gros tas de merde, si tu préfères, pour nos amis. Donc voilà. Et puis Mad Max 2, il a suivi l'invitation de George Miller parce qu'il a été intéressé par la nouveauté du propos et du projet que proposait George Miller, mais c'est absolument pas le genre de film qu'il appréciait faire. C'est pour lui c'est un acteur qui aimait bien être sur scène, jouer du Shakespeare, des choses comme ça, avoir des interprétations théâtrales, enfin interpréter un personnage. Et pour Max, on lui demande juste d'être là pour que George Miller puisse tourner un plan de 3 secondes, puis après on lui demande d'être là pour que George Miller puisse tourner un plan de 2 secondes, et tout ce qu'on lui demande c'est de porter la veste et d'avoir l'air sexy, ce qu'il faisait de manière absolument admirable, mais c'était pas vraiment, en tant qu'acteur, c'est pas vraiment un travail qui l'a passionné. Et puis il avait pas ce côté genre, oh là là mon Dieu, mais je fais partie de la saga Mad Max, genre, oh là là mais quel plaisir, comme ça se faisait. Enfin, il avait une certaine distance par rapport à ça, et puis en plus à l'époque, même à la sortie de Mad Max 1, il a dit genre, oh là là mais Mad Max 1 c'est beaucoup trop violent, moi les films violents j'aime pas du tout ça, je trouve ça vraiment, la violence c'est vraiment trop violent, un truc qui avec le temps un peu comment dire, mais justement, alors je te coupe, mais il me semble, et ça je l'ai pas retrouvé dans ton livre, et vu que tu as fait plus de recherches que moi, c'est peut-être moi qui me trompe, mais il me semble qu'il est revenu depuis justement une dizaine d'années sur ses influences, Mel Gibson en tant que réalisateur, et qu'il a expliqué que malgré tout, sur les tournages des Mad Max, il observait George Miller et ses chefs opérateurs travailler, et qu'il a énormément appris à les regarder faire, parce que justement il n'avait pas grand chose à foutre sur les tournages, et qu'il les regardait bosser en fait. Alors tu as tout à fait raison. Et je pense qu'il y a un petit passage sur Dean Semler où George Miller... Il y a un passage sur Dean Semler, oui. Le chef opérateur de Mad Max 2. Ouais, il y a des interviews de George Miller, des interviews de Dean Semler et des interviews de Mel Gibson, qui les trois vont dans le même sens et qui expliquent que Mel Gibson aimait bien sur scène poser 1 milliard de questions à George Miller, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et autant il apprécie pas plus que ça les films, il apprécie pas forcément le fait de jouer dedans, autant il n'a jamais tari d'éloge sur la façon que George Miller avait de mettre en scène, sa précision mathématique, etc. Et ça l'a toujours impressionné. Et puis sa rencontre avec Dean Semler l'a aussi vachement impressionné. Dean Semler, il était encore relativement jeune, c'était un de ses premiers grands films, enfin ses premiers films tout court. Donc, comme tu le dis, c'est un chef opérateur qui venait plutôt du documentaire, en fait, exactement, et qui était prêt à faire des grandes aventures, et finalement. Qui après ils se retrouveront ensemble des années plus tard pour faire Apocalypto, entre autres, je sais pas si... Voilà. Oh oui, ils retravailleront ensemble, ils vont se recroiser parce qu'ils s'apprécient mutuellement. De grands professionnels. Je vais laisser la parole à mon collègue plus tard. Pour lancer un petit peu après la promotion quand même de ton ouvrage. On s'était vu donc il y a quelques années pour le premier tome. Est-ce que, en fait, tu avais deux questions. Tu as découvert de nouvelles choses entre le premier tome et la sortie du premier tome, la sortie du deuxième tome, qui peut-être te ferait corriger le premier tome, et est-ce que tu as relancé toi tes recherches et tes rencontres avec les personnages pour le deuxième tome, ou est-ce que tu as déjà tout sous le coude et tu es prêt à sortir le troisième l'année prochaine? Alors, pour le premier tome, on va faire, il est épuisé, on va faire une réédition l'année prochaine, et ça sera probablement une édition augmentée pour 2 raisons. La première, parce que j'ai plein d'informations supplémentaires, et la deuxième parce que ça nous permettra de revendre le même livre à des gens qui l'ont déjà acheté mais qui sont plus cher. Un peu plus cher évidemment, parce que genre le temps passe. Parce que c'était complètement scandaleux de le vendre à 39 €. Oui. Alors c'était pas scandaleux, alors de notre part c'était idiot, mais c'est voilà. Mais non, sinon en fait ce qui s'est vraiment passé depuis que le premier est sorti, c'est que je suis rentré
pas encore en contact direct, mais en contact différé avec un homme qui s'appelle Robert Orchard et qui est le chef mécanicien de Mad Max 1 et qui a une approche assez nouvelle et des informations relativement inédites sur la façon dont ont été gérés la mécanique, les moteurs et puis il a quelques anecdotes amusantes par rapport vis-à-vis de Grand Page. Donc il y aurait genre on va dire un petit cahier en plus. Ça ne sera jamais fini cette histoire. Donc une fois que le premier tome sur Mad Max 1 est sorti, j'ai récupéré pour faire le deuxième tome. C'est-à-dire que le fait qu'il soit aussi traduit, qu'il soit envoyé à différents endroits du monde, peut-être qu'il y a des gens qui se sont réveillés, non, et qui ont dit ouais, moi j'ai un truc à dire. Non, oui, Robert Orchard notamment. Voilà. Mais... Oui, un peu tard, dommage. Mais bon, pour une prochaine édition. Et puis non, entre le premier tome et le deuxième, je suis retourné en Australie et je suis retourné au musée Mad Max 2 et j'ai appris des révélations vraiment stupéfiantes qui ont attrait autour de la nature de la boîte de conserve qui est vue à un moment dans le film. Oui, alors, t'en es fier. Voilà, tu dit dans la grande fierté du livre. Ça me prend une page dans le livre. Hein. Mais quelle page. Alors, probablement, la plupart des gens qui kiffent Mad Max 2 ont pas forcément gardé en tête cette scène quand il mange quand Max mange dans la boîte. Alors aussi, mais entre d'où vient le design de l'étiquette, qui a designé l'étiquette, est-ce que ce nom de bouffe pour chien existait déjà, et qu'est-ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'il mange Mel Gibson, etc. C'était tout un tas de questions que beaucoup de gens se posaient et que j'ai vraiment mais l'immense joie de pouvoir éclaircir dans cet ouvrage. C'est un vrai scoop. C'est littéralement un scoop parce que quand j'étais au musée, le musée était fermé, donc on était chez Adrian et puis bon, j'avais pas besoin de retourner forcément dans le musée. Le musée Mad Max 2, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un musée à Broken Hill. Donc voilà, à Silverton, à côté de Broken Hill, consacré au film. C'est 40 km quand même, donc voilà. Oui, au cœur de l'Australie, 40 km, c'est quand même pas la même chose. Mais soit. Non, mais admettons. Et à un moment, Adrien, il m'a dit j'ai quelque chose à te montrer. C'est vraiment et donc j'ai capté qu'à un moment, il allait avoir un moment solennel où il allait me faire pénétrer à nouveau dans le musée, allumer les lumières et me montrer quelque chose qui était sur une sorte d'hôtel. Et donc il m'a montré un document qui n'est pas dans le livre parce qu'il m'a dit celui-ci, je le garde pour le musée. Tu diras aux gens qu'ils ont qu'à venir me voir, en Australie, ouais. Mais qui a attrait avec cette fameuse boîte de conserve pour Clébar. Et je pense que j'étais les larmes aux yeux, chat était hilar, et je me suis dit mais ça change tout quoi. Et il m'a dit mais oui, ça change tout quoi. Enfin vraiment c'était bon bref, à un moment, donc il y a plusieurs éléments, plusieurs choses comme ça. J'ai récupéré des documents. Il y a aussi un truc pour le coup vraiment exceptionnel et qui explique un peu le retard de la sortie du livre. C'est que il y a un cascadeur aujourd'hui décédé qui s'appelle Jerry Gosselin, qui s'appelait Jerry Gosselin, qui est qui doublait les motards sur Mad Max 1 et qui a travaillé sur Mad Max 2. Et quand je l'avais interviewé, il m'avait dit mais j'ai un carton quelque part dans mon grenier qui est rempli de documents, j'étais là là. Et puis il m'a dit il est perdu. Et pendant des années ce carton a été perdu. En fait, il y a une histoire rocambolesque derrière qui prendrait beaucoup trop longtemps pour la raconter, mais je vais la raconter quand même. Oui, vas-y. C'est-à-dire que le carton il s'était fait cambrioler par des junkies et un junkie avait volé le carton et la mère du junkie a trouvé ce carton avec marqué Jerry Gosselin et s'est dit mais est-ce que ce carton n'appartiendrait-il pas à ce vieux Gosselin qui habite là-bas? Et donc elle est allée ramener le carton et donc à l'intérieur il y avait toutes les archives, tous les scénarios, toutes les corrections de scénarios et toute la correspondance de Gosselin avec Kennedy Miller. Et donc il a envoyé ça au musée Mad Max 2. Et la dernière fois que je suis allé au musée Mad Max 2, j'ai peint pendant 8 jours pour pouvoir avoir le droit d'avoir accès à ces documents. Et après j'ai passé des heures et des heures à tout prendre en photo. Et comme il y a toutes les call sheets, c'est-à-dire toutes les feuilles d'appel du tournage quasiment jour par jour, j'ai mis beaucoup de temps à vérifier, à corriger l'histoire du tournage que je raconte dans le livre et qui a pu être racontée d'une manière relativement détaillée. Relativement détaillé. Alors, je vais revenir là-dessus justement si tu le permets parce que malgré tout, on évoque déjà, on a déjà évoqué le travail monumental que tu as pu fournir. Si, faut pas déconner. Déjà, t'as réduit la police pour le livre parce qu'il y avait trop d'écriture. Donc c'est écrit, c'est vrai, un peu petit. C'est toujours une bonne idée de réduire la police. Oui, non mais. Je sais
pas si t'as vu l'accueil qu'ils t'ont fourni. On est le 18 là, mais c'était voilà. Frayé mon chemin parmi les CRS tout ça pour toi. qui avaient sorti leur bâton. Disant, pardon, je suis attendu. On voit bien le travail, mais je voulais pas. C'est bon, on arrête de parler de ça. C'est bon, t'as bossé. Maintenant, t'es en vacances. Mais il y a quelque chose qui m'a touché entre guillemets. Donc comme pour le premier tome, tu évoques évidemment la production, le tournage, la post-production. Voilà, on suit grosso modo la chronologie de la création du film. Tu mets énormément en avant, justement, et à raison, hein, la communauté, la population, la ville, le territoire, le décor de Broken Hill et de ce qu'il peut y avoir autour qui va être exploité pour la création de ce film. Et on se retrouve à la fois donc avec un portrait de la cinématographie australienne à ce moment-là, à savoir tout début des années 80 en fait, où en est le cinéma australien, la production, comment est-ce qu'on peut créer un film comme ça en Australie, mais surtout de toute cette communauté de Broken Hill en fait. Et toi, tu les as rencontrés ces gens-là, et j'ai l'impression, voilà, au-delà de vraiment juste la description informative de comment ça s'est passé en utilisant les call sheets ou autre chose, mais d'aller faire un portrait de cette communauté en fait. Et j'ai l'impression quand même que toi, tu avais très très envie de à la fois leur rendre hommage et puis de faire ces portraits de gens qui sont fous, à la fois les gens de Broken Hill et puis tous ces gens d'ailleurs sur le tournage, notamment les cascadeurs, qui sont pour toi les grands héros du film. Hein. On parle plus de justement des cascadeurs que de Mel Gibson, parce que c'est eux qui font le boulot, quoi. Alors, tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses. C'est, comme tu dis, genre une description du paysage cinématographique australien de l'époque et puis du parcours de George Miller et de Byron Kennedy pour passer du premier Mad Max au deuxième Mad Max. J'ai essayé aussi de prendre un peu de temps pour parler des gens qui se retrouvent, des acteurs principaux, parce que la plupart ont été choisis, c'est des phénomènes. Que ça soit la dame qui joue Big Rebecca, qui a eu une vie absolument délirante, dont le père a essayé de monter une communauté de nudistes végétariens dans la jungle du Queensland. C'est vraiment des choses où on se dit mais c'est pas juste anecdotique, c'était vraiment un regroupement de personnages vraiment particuliers qui viennent de plein d'endroits différents, de milieux artistiques. Pareil, exactement. Voilà. Comme dans le premier, la plupart des acteurs ou des gens qui jouaient, venaient du rock and roll ou de la scène musicale d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis ils ont tourné à Broken Hill, et il y a quelque chose qui est évident quand on connaît un peu la production du film, c'est que la direction artistique, la dégaine du film doit énormément au lieu et aux gens de cette ville qui ont fait en partie le film, quoi. La production s'est en partie appuyée sur eux, que ça soit pour conduire des buggy, conduire des bagnoles genre autour des cascadeurs, ou quand les cascadeurs étaient à l'hôpital, que ça soit les figurants où on a un défilé de trogne pas possible, de gars qui sortaient de la mine et puis qui sont retournés direct après, hein. Et puis ils ont aussi fourni tous les artisans qui ont monté la raffinerie, fabriqué les trucs, les mécaniciens, etc. Donc c'est un portrait collectif. George Miller, c'était vraiment une très bonne idée que de délocaliser la production de Sydney à Broken Hill. Mais un coup de bol quand même aussi, quoi. Parce qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblaient les habitants de Broken Hill avant de décider qu'ils allaient s'installer là-bas. À Broken Hill, il y a un film qui avait été tourné une dizaine d'années avant, c'est Wake in Fright. Et puis, entre Wake in Fright et Mad Max, quasiment rien. Une série télé, ou un téléfilm l'année précédente. Et la ville était encore un peu, un peu rude. Ils aimaient pas trop les artistes et les gens, tu vois, genre avec des plumes et des trucs comme ça. Mais comme c'est Mad Max et qu'ils sont là pour casser de la tôle et puis rouler comme des andouilles à travers le désert, ils sont super bien entendus, quoi. Donc au début, les gars qui avaient des coupes de cheveux punk, ça faisait un peu bizarre dans les bars. Et puis au bout d'un moment, tout le monde était habitué. Le cirque était en ville. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de consacrer un chapitre entier. On a envie de voir des images, des photos ou des vidéos, des soirées où Mel Gibson débarque avec son cheval. Ce livre manque cruellement de photos. Alors, il manque cruellement de photos des fêtes qu'ils ont pu faire à Broken Hill dans les bars et dans les maisons. Dans les maisons où ils amenaient des chevaux ou des choses comme ça, oui. Oui, il y a l'air d'avoir cette passée des choses rocambolesques. Mais on peut espérer avoir une version augmentée d'ici quelques temps, du coup. D'ici les 2000 épuisés, là, j'aurais fait une version augmentée pour que... Mais tout à fait.
Non, tu voulais... Parce que sinon, moi, je continue. Hein. Écoute, non, je prends parce que c'est juste parce que là on parle effectivement, on a fait à peu près le trajet de ton livre parce qu'on est vraiment parti un peu des points de détail pour maintenant déjà aller sur quelque chose d'un peu plus particulier qui serait vraiment le portrait un peu d'une ethnographique un petit peu d'un endroit et bon moi ça serait pas autant une question, comme d'habitude, que je ne sais pas poser des questions, plutôt qu'une admiration dont que je te témoignerai, c'est à la fois à quel point le livre est total, parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, on pourrait avoir l'impression de quelque chose, et moi, je te l'avais déjà dit, mais c'était presque la crainte, la première fois qu'on s'était rencontrés il y a 13 ans, où tu nous avais parlé de ça, me dire, t'es tellement fasciné par des points de détail, je me dis, ouais, mais ça va peut-être être un petit peu compliqué de lire 1000 pages sur tel type de boulon, qui est incroyable de retrouver dans le désert, parce qu'il a été construit à Cincinnati, mais comment il est arrivé? Tu dis, bon, peut-être que c'est peut-être un peu chiant. Et à quel point, en fait, tu arrives à faire, à la fois de faire coïncider cette, finalement, infiniment petit, de trucs de très, très détaillés, avec un peu d'infiniment grand, en essayant toujours de faire dialoguer ces choses-là, de points de détail extrêmement précis, avec un contexte politique, culturel, et au final, évidemment, et c'est la dernière partie de ton bouquin, esthétique, parce que c'est une analyse du film qui est vraiment brillante et qui va faire convoquer oui, de l'esthétique, de la philosophie, de la mythologie évidemment dans le cas de Mad Max, mais où tu as vraiment un peu tout. Donc tu vois, il n'y a pas de question dans ce que je veux te dire. Oui, eh bien merci. Je suis à peu près d'accord. J'espère. C'était le projet, j'imagine. Non, mais oui, mais c'était un peu ma crainte, justement, parce que moi, il y a des détails qui me semblent... en tout cas moi qui me fascine quand tu dis genre ouais quelle marque de boulon, c'est vraiment exactement ça hein, parce que à un moment Max trouve un maraudeur mort par terre et puis il lui fait les poches et puis il y a juste un plan très fugace où il sort un truc, c'est un espèce de collier fait avec des bougies et il jette le collier quoi et j'en ai discuté, des gens sont venus me voir en Australie en me disant genre ouais mais tu sais ça c'est des bougies de tondeuse à gazon et c'est tel modèle tel machin et moi je me suis dit des bougies de tondeuse à gazon, une tondeuse à gazon dans le désert, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis dit, cette information, il faut la communiquer. Ou je crois que les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Je crois que probablement le truc le plus absurde, parce que par moment je suis pris à mon propre piège, c'est que une fois je suis reparti de Broken Hill ou d'Australie et puis j'ai fait un post Facebook qui était censé être drôle, quoi. Enfin, j'essayais d'être drôle, quoi, en disant genre ah là là, mais mon Dieu. En fait, à la fin, quand le camion s'écroule, je dis la fin, mais bon, bref, à un moment, le camion s'écroule dans le sable et ils avaient accroché des morceaux de bidoche à l'avant du camion et on voit les morceaux de viande qui volent et je repars de Broken Hill en disant genre ouais, mais j'ai récupéré plein de choses, plein de documents, des tonnes de trucs d'interviews, mais je sais pas c'est quoi comme viande le morceau de bidoche qui s'envole quoi. Est-ce que je pourrais publier mon livre si j'ai pas la réponse de ce truc là quoi? Et un pote australien a laissé un commentaire, il m'a dit alors une fois j'étais à Broken Hill et puis j'étais chez le boucher et le boucher je discute avec lui et le mec il me dit ah mais j'ai fourni la viande pour la cascade finale de Mad Max et la réponse c'était du mouton et j'étais genre merveilleux et donc voilà donc les gens qui se posaient la question en se disant genre mais qu'est-ce que c'est que cette genre c'était du mouton. Alors je sais pas si c'est clair que l'accumulation de détails à la con comme ça ça pourrait être totalement indigeste et c'était moi c'est un peu ma crainte en sortant le truc, je me suis dit est-ce que j'y suis pas allé un peu fort non mais bon c'est maintenant le livre appartient au lecteur avant de peut-être qu'on va passer la parole à s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, mais peut-être que déjà il y a des questions. Bon après c'est peut-être une question qui est un petit peu bon, générique où on ne te demande pas de réciter ton bouquin, mais histoire de quand même de partir sur cette différence en fait moi qui m'hallucine toujours parce que j'ai l'impression qu'on a tellement en fait l'année dans le guidon parce que quand on a un peu grandi avec le Mad Max 1, Mad Max 2 on se dit bon voilà c'est des évidences et ton bouquin à la fois analyse très brillamment ou met en évidence que oui vraiment il y a une très grosse différence entre les deux puis le contextualise et puis le théorise très très bien. Moi je sais qu'à un moment tu avais eu cette phrase qui je crois pas qu'il soit dans le bouquin mais que je trouvais très parlante, c'est voilà Mad Max c'est le film punk, Mad Max 2 c'est le film avec des punks. Bon peut-être que tu es revenu un petit peu là-dessus mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine moi personnellement et évidemment on a fait pas mal d'émissions sur que ça soit les Mad Max et puis évidemment les Fury Road et les Furiosa qui sont parmi les
meilleurs films de ces dernières années, mais c'est tout ce rapport de ce switch hallucinant qu'il y a pu avoir entre le Mad Max 1 et le Mad Max 2 en termes d'univers, voilà. Bon. Ouais, parce que pour moi le premier c'est un film qui est hyper spontané, qui est fait genre dans une rage, une inconscience et une vitesse. Enfin, c'est quelque chose dans une fureur incroyable et qui est concomitante de l'explosion punk genre en Occident, et il n'y a pas eu vraiment la même chose en Australie, et quelque part, je trouve qu'il y a un lien de toutes les angoisses de la jeunesse australienne des années 70, qui sont pas forcément les mêmes que celles qu'on avait genre ici ou en Angleterre, etc., mais qui explosent dans un truc de manière un peu anarchique, dans le sens où ça part un peu dans tous les sens, et alors que Mad Max 2, d'un coup on est sur quelque chose de très réfléchi. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils ont les comment dire, des influences nettes, précises, hein, que ça soit Kurosawa ou Shen qui sont les plus évidentes, puisque Miller il en a parlé régulièrement, mais aussi il suffit de revoir tous les films post-apocalyptiques américains, de Panic Année Zéro jusqu'à Ravagers, en passant par Ultimate Warrior, etc., pour voir qu'il y a tout un tas de figures qui se répètent et qui finissent par devenir les nouveaux archétypes d'un nouveau genre qui se dessine, et que Mad Max 2 va sceller dans le béton, je dirais pas à jamais, mais en tout cas pour plusieurs décennies, quoi. Et donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur la même démarche. Et puis Mad Max 1, c'est un film qui se passe, on sait pas très bien où, on sait pas très bien quand, mais c'est vraiment profondément australien. Alors que Mad Max 2, George Miller convoque un Westland, un décor, une temporalité un peu étrange, qui est à la fois vaguement quelque part et vaguement dans notre futur, et vaguement quelque part et vaguement dans le passé du narrateur. Donc c'est une espèce d'interzone étrange, et qui ressemble vraiment, c'est le truc, enfin l'idée que je défends un peu dans mon analyse, qui ressemble vraiment à une sorte de scène de théâtre où il vient installer des éléments, et tous les éléments manufacturés qu'on peut voir dans le film sont des éléments qui fait directement pour le film, quoi. Et il y a quelque chose, j'ai toujours trouvé il y a pour moi une certaine similitude, par exemple dans un truc comme le Magicien d'Oz, où Dorothy, ça commence en noir et blanc, elle ouvre la porte, elle rentre dans un monde magique en couleur. Et ben dans Mad Max 2, il y a quelque chose comme ça, de genre l'histoire racontée, notre histoire en gros à nous, racontée comme si c'était des hiéroglyphes. Donc là c'est des images de télévision, d'images qui nous évoquent tous quelque chose, mais sans qu'on puisse nommer, à part les trucs de mai 68 pour nous français, quoi. Mais sinon, c'est que des images, on sait pas très bien ce que c'est, mais on comprend ce que c'est, quoi. Et en format 4:3 noir et blanc, et qui débouche sur un cinémascope en couleur. Donc donc ouais, les deux films sont à la fois totalement différents. Et puis le Mad Max 2, c'est le premier film de la carrière de George Miller, de la carrière qu'il aura, quoi, puisque les questions qu'il va poser sur la table avec Mad Max 2, c'est ses obsessions autour de Joseph Campbell, de la mythologie, etc., vont jamais. C'est ce qu'il va cultiver jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un film, pas un projet. Le truc qu'il fera juste après Mad Max 2, c'est une série télé qui s'appelle The Dismissal, sur un scandale politique en Australie dans les années 70. C'est un sujet un peu comment dire, austère, et pourtant la série télé commence avec un prologue qui est un remake du prologue de Mad Max 2, avec exactement les mêmes images et une voix off un peu différente, mais qui dit en gros direct, on vous emmène dans un monde de légendes et c'est notre histoire, mais il y a une rupture évidente, hein, entre les deux. Donc c'était ce que j'essayais de faire passer entre les histoires de boulons et de boucherie. Hein. Ça passe, hein. Ouais. Parce que c'est des gros boulons. Il m'a fallu une bonne semaine pour me traîner jusqu'ici. Je me voyais déjà bouffer mon chapeau. Je me suis dit, mon vieux Mick, t'as plus qu'à trouver un endroit confortable sous un arbre pour poser tes fesses et mourir. Vous n'aviez pas peur? De crever? Non. J'ai lu la Bible dans le temps. Tous ces trucs avec Dieu et Jésus et les apôtres. C'est tous des pécheurs, comme moi. Ouais. Alors je serais monté droit au ciel. Ouais. Moi et Dieu, on serait très peu.
votre portefeuille. Donnez-le lui. Pourquoi faire? Il a un couteau. Regardez. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fils. Cassons-nous! C'est des gosses qui s'amusent. Ça va? Ça va toujours quand je suis avec vous, Dandy. Oh, est-ce que ça sonne gnangnan? Vous me donnez l'impression que je suis Jane avec Tarzan dans une BD. Avant de laisser la place, de te laisser rencontrer ton public, et pour terminer, à moins que... Est-ce qu'on pourra avoir un avant-goût du 3e tome? T'en es où déjà de l'écriture là? Et puis il sort quand? Alors il sort plus tard, il est un peu écrit, c'est en cours. Alors je peux, normalement... dans l'idée, j'aimerais bien terminer le 3e bouquin qui sera la fin de la trilogie avec une interview du patron de George Miller. et a priori, ça devrait se faire vers le 5-6 novembre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Voilà. J'aimerais bien aussi demander à Joe Dante de faire une préface. C'est pas gagné, mais c'est. Ouais, mais il est sympa. Mais oui, parce que genre entre Mad Max 2 et Mad Max 3, George Miller et Joe Dante vont se rencontrer et il va y avoir un jeu entre les deux réalisateurs. Gremlins aura un certain nombre de références à Mad Max 2 et dans Mad Max 3, il y aura une référence énorme à Gremlins, avec un gros gremlin peint à un endroit qu'on voit dans le film et que personne ne remarque vraiment. Et puis je vais en profiter de retourner en Australie pour refaire un certain nombre d'interviews. Cette fois-ci, j'espère que je vais réussir à avoir le petit gars qui joue Iron Bar, le chanteur de Rostatu, Angry Anderson. Et puis il y a toujours des trucs à récupérer. J'ai déjà beaucoup de matière. C'est un bouquin que j'ai promis à mon éditeur qui serait un peu plus léger que celui-ci, et c'est clairement, je pense, un mensonge. Tu lui as bien menti, ouais. Parce qu'en fait, la suite de ce bouquin-là est un peu gros, mais il est sur en gros 3 ans à peu près. Le premier était des années 60, de la jeunesse de Miller et Kennedy jusqu'à 79, la sortie de Mad Max 1. Celui-ci va de 79 à 82. Et puis le 3e ira de 82 jusqu'aux années 90. Donc avant Mad Max 3, c'est les séries télé qu'ils vont mettre en place avec Kennedy Miller. Et après Mad Max 3, la fin des séries télé, les quelques autres films qu'ils ont produits, coproduits, etc. Et puis les diverses tentatives de faire ressurgir Mad Max, généralement par le biais de séries télé dans les années qui ont suivi, et qui en 96 sera ce projet de série télé sera annulé et donnera Fury Road. Et donc mon idée serait de terminer ça passera jamais dans un bouquin. Si, je vais passer de caractère 9 à caractère 8, tu verras. C'est mort. C'est d'évoquer. On m'a parlé d'un papier un peu plus fin et un peu plus léger. On va réduire les espaces entre les mots, en fait. Voilà. Donc, ce soir, c'est mon soir de chance. Je vais cogner ma cave à pierre. Un pifton à placer à 10 contre 1. Allez, petit père, tu vas voir comment je frappe. J'en ai là-dedans. Allez, t'en fais pas, ma biche. Je mise sur Mick. $10 avec moi, d'accord? D'accord. Bon, t'en as encore pour longtemps? Attends, concentre-toi, prends-toi bien, hein? Et prenez le relais, il est à point. Stop donc, allez donc, arrachez les ballons. On a déjà embrassé un gorille. Je m'excuse. En temps normal, il sait se tenir. Il faut lui pardonner, c'est juste la bière. Comment il lui arrive d'être sérieux? Je serais curieuse de voir ça.
Félicitations en tout cas, Eh ben, merci, encore une merci. fois. On va continuer. De toute façon, la promotion de ce livre, Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, qui sort chez Rififi. Nous, on enchaîne d'ailleurs avec une projection à la revoir de Mad Max 2 que tu vas venir présenter. Et puis, tu vas encore faire la promo de cet ouvrage. Et on continuera d'ici la sortie du 3e tome dans 10 ans. Mais non. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a envie de taquiner l'auteur de cet ouvrage? Oh oui, quelqu'un veut taquiner. Ah, c'est super, ouais, tu peux te rapprocher. Ouais, c'est par rapport à votre... J'avais pas imaginé la question, puis c'est en vous écoutant. Alors moi, je me suis refait tous les Mad Max, merci, jusqu'au dernier. Donc, c'était tellement bien. Mais on va parler du livre. J'ai trouvé, en fait, en revoyant le 1 et le 2, qu'on était dans un univers très, très, très dans son époque, très masculin, très genré. Et on est dans une époque où c'est des thématiques, tu vois. Et est-ce que toi, dans ton livre, d'ailleurs on voit le public, c'est très hétéroclite, est-ce que tu fais un prix, première question taquine, pour la première femme qui va te l'acheter, et deuxième question plus sérieuse, est-ce que dans tes recherches, l'univers féminin, est-ce que tu peux en parler un peu? Est-ce que tu as trouvé des pistes Alors c'est une question. Il y a au moins 5 pages là-dessus dans le bouquin en fait, non? Oui, il y a quelques pages, un peu. Si, ouais, alors c'est une question qui est évidente. Hein. Moi, quand je dédicace mon bouquin, 19 personnes sur 20, c'est des mecs, et une personne sur 20, c'est une fille, et sur 10 filles, il y en a 9, c'est pour leur père ou pour leur copain. Donc il y a vraiment un truc vraiment très je pensais évidemment Mad Max c'est quelque chose, c'est des grosses voitures qui font poète, c'est un truc de mec, ça c'est enfin, globalement, mais à ce point-là j'imaginais pas trop. Après Mad Max 1, la place des femmes dans Mad Max 1, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est Mad Max, c'est une colère, comment dire, d'adolescent vis-à-vis du culte de la voiture, et c'est quelque chose d'éminemment masculin. Ça s'ouvre un petit peu dans Mad Max 2, mais la place des femmes dans Mad Max 2, elle est plus que discutable. Il y a la Warrior Woman qui était prévue pour être un personnage masculin. Et que, en fait, le truc intéressant que Miller a fait, c'est qu'ils ont écrit leur histoire et puis ils se sont dit, il y a des moments, c'est quand même un peu trop cliché. Donc ce personnage-là qui est un guerrier, on va en faire une guerrière. Ce personnage-là qui était la fille assise derrière le méchant avec la crête, on va en faire un mec. Et ils ont fait des trucs comme ça, quoi. Mais on a des trucs ça reste quand même genre très très léger. La Dame Rebecca, c'est vraiment la femme classique des westerns qui est toujours là pour casser les noisettes à tout le monde, qui genre essaye de freiner les élans héroïques, etc. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la costumière, c'est Norma Morrisseau. C'est une photographe de mode australienne qui est partie à Londres dans les années 60 et qui ensuite a intégré la scène punk en allant bosser pour Malcolm McLaren et qui a été costumière et photographe des Sex Pistols. Donc elle, quand elle met des éléments punk, etc., quand elle crée les costumes de Mad Max 2, c'est dans la continuité de ce truc-là. Et les méchants de Mad Max 2, ça la faisait beaucoup rire parce que en fait, elle considère que c'est quand même des trucs de garçons qui jouent avec des gros zizi en V8 qui font poète-poète, quoi. Et donc, tous les méchants sont habillés tous de trucs qu'elle estime être, en tout cas à l'époque, éminemment masculins. Donc il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des trucs sportifs de football américain, des trucs de BDSM gay, etc. Il y a que des éléments masculins, rien du tout de féminin. Et on peut voir des choses comme ça. Après, est-ce que d'un point de vue de sexisme ou de l'image de la femme, c'est pas discutable? C'est clairement discutable. Et le cinéma australien, qui était vraiment un cinéma éminemment masculin au début des années 70 et au courant des années 70, dans Mad Max, ça choque un peu moins parce que c'est un petit peu avant, mais quand Mad Max 2 sort en salle, il y a tout un tas de films qui ont laissé place aux femmes, qui ont laissé place aux aborigènes, et Mad Max 2 a été vu par une partie de la critique, alors internationale pour peut-être d'autres raisons, mais australienne, justement sur ces trucs-là, ils trouvaient que c'était un peu, pas forcément réac, mais un peu daté, quoi. Enfin, déjà un peu dans son truc. Et il y a un certain nombre de critiques sont tout à fait recevables. Il y a quelque chose d'un peu plus particulier, c'est que les aborigènes semblent ne pas exister dans le monde de Mad Max.
mais ils sont quand même là d'une certaine manière. Il y a le gamin avec le boomerang dans Mad Max 2, il y a la tribu des enfants sauvages dans Mad Max 3, et réduire les populations aborigènes, les faire jouer par des acteurs blancs et puis les faire où ils sont incomplets, ils n'ont pas accès à la culture, ils n'ont pas accès à la civilisation, donc ils sont un peu, ils parlent mal ou ils parlent pas du tout comme dans Mad Max 2. C'est très facile de pouvoir dire que c'est quand même un peu douteux. Dans Fury Road, il devait y avoir un personnage aborigène plus important, il a été sucré. Et dans Furiosa, dans les premiers scripts de Furiosa était censé venir d'une communauté aborigène qui était planquée dans des marécages, etc. Et ça a été pareil. Et en fait, elle parlait aborigène. C'est pour ça qu'elle pouvait pas comprendre les gens de la citadelle et les autres personnages. Et elle apprenait progressivement l'anglais. Et pareil, ça a été bazardé. Donc factuellement, la place des aborigènes dans Mad Max, dans la saga Mad Max, elle est vraiment bizarre. Enfin, vraiment discutable. On pourrait imaginer que George Miller ait voulu créer un Westland qui soit hors de l'Australie, qui disent je veux pas parler de l'Australie dans le futur, je veux pas faire un film comme Soleil Vert ou quelque chose comme ça, je veux un Westland totalement imaginaire, mais ça, dans Mad Max 3 ça finit quand même à Sydney. Le début de Furiosa on montre quand même que c'est l'Australie, donc c'est des choses qu'il n'était pas obligé. Je pense qu'il y a une partie de spontanéité, il y a parfois des choses un peu limites, ou parfois des choses auxquelles il ne pense pas forcément. Il faudrait poser la question à George Miller. C'est prévu. C'est un peu délicat parce que c'est difficile de dire alors vous n'êtes pas seulement raciste, vous êtes aussi sexiste. Non, je plaisante, hein. Mais en tout cas, oui, non, la question avait été posée dans Mad Max 2 par rapport à Emile Minty qui joue le rôle du Feral Kid. Avec beaucoup d'ironie, Emile Minty a découvert il y a quelques années qu'il était en fait descendant d'aborigènes, donc le côté un peu whiteface d'un coup, genre ah là là, bah non, parce qu'en fait, mais bon, c'est un peu triché quand même. Mais elle est devenue vraiment présente dans donc j'en parle rapidement dans mon analyse par rapport aux deux. Mais j'ai gardé un certain nombre de cartouches pour le troisième bouquin, où là la question elle est beaucoup plus centrale, puisque c'est. Si, alors. si. Non, après, pour ceux qui vont lire le livre, la question du genre est quand même centrale. Enfin, genre la masculinité et tout ça. Donc, oui. Même si par défaut, forcément, la femme est présente, mais même si c'est le hors-champ, ça travaille vraiment cette question de la masculinité de façon délirante et pas forcément admirative. Ouais, il y a ça. Puis même au-delà de ça, c'est la représentation de la sexualité dans Mad Max 1, Mad Max 2, elle est particulière. C'est contrarié ou agressive ou c'est pas un monde apaisé, en tout cas, ça c'est clair. Et puis il y a d'autres choses, hein, l'obsession avec les matières fécales, urinaires, etc. Dans l'œuvre de George Miller, c'est quelque chose qui revient constamment et où on se dit mais pourquoi George Pareil, tu lui poseras la question. Oui. Alors c'est pour terminer, tu fais un rapprochement évident dans l'analyse aussi, je crois, ou dans la partie critique avec Sergio Leone. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi cet aspect, cette fascination pour l'urine et le caca dans le cinéma de Leone, un petit peu. Enfin, cette fascination, en tout cas son goût prononcé pour. Oui, alors je sais pas, peut-être que tu vois, les grands esprits se rencontrent et que finalement, à un moment. De l'époque, oui, peut-être. Pourtant, si je veux dire, George Miller, jusque dans Furiosa, il y a Peace Boy, il y a des flacons de pisse. Puis j'avais fait un petit post sur Facebook où j'avais, je crois, dans tous ces films, il y a un truc. Alors il y avait un gag avec du caca dans Mad Max 1 qui avait été coupé. Probablement heureusement, parce que c'était en fait à un moment on voit le bébé jouer avec le flingue chez Max et sa femme. Normal. Et en fait c'était le début d'un gag qui était en train de se mettre en place, où il allait avaler une balle et après il lui donnait un laxatif et Jim Goose, Max était mort de rire, caché derrière le canapé pendant qu'ils étaient en train d'attendre que le bébé fasse caca par terre. À lire dans le scénario, c'est vraiment étrange parce qu'on a vraiment l'impression que ça sort d'un autre film. Et il y a énormément d'éléments dans le scénario de Mad Max 1
qui sont pas dans le film et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, beaucoup plus de trucs autour de la drogue et tout. Le scénario il est délirant, il est énorme, il est foisonnant, là où le scénario de Mad Max 2 pour le coup quand on lit le scénario de Mad Max 2 on reconnaît le film à 100%. C'est plus délicat pour le premier, ce qui indique déjà qu'ils savent déjà nettement mieux ce qu'ils font et donc Oui, non, après c'est juste c'est parce que la question en plus des fluides, après c'est même très théorique, mais en fait la question des fluides elle est hyper importante dans Mad Max quoi. Enfin en fait c'est que ça soit l'essence, que ça soit la pipi, mais en fait ça a l'air d'être une blague, mais c'est vrai quoi. En fait le lait maternel et tout ça c'est central, c'est construit autour de. Il y a même le sang, l'eau, une sorte de, alors je vais pas dire une plaisanterie, mais une sorte de jeu de mots visuel au tout début de Mad Max 2 quand le buggy est retourné, que Max éponge l'essence, c'est dans l'essence qui coule, le sang du gars se mélange. Il éponge du sang mêlé à l'essence. Tout ça doit vouloir dire quelque chose. Mais quoi La réponse dans ton livre. Oui, en partie. 2 bières, Ida. Une pour moi et une pour mon pote. Ton pote, il a sûrement pas une descente comme toi, Pochard. Merci beaucoup, Madeleine. Merci. Et puis bravo. Merci. Et puis dans 3 ans pour le volume 3. L'année prochaine. Merci à vous et puis vous êtes les bienvenus pour faire signer votre... Ça y est. Est-ce qu'il est mort? J'espère. Sinon, il va être chiant à dépioter, ce bestiau.